Et aujourd'hui, j'ai reçu un petit paquet du Japon. Alors, on va ouvrir ça ensemble, de manière sécuritaire avec un couteau de cuisine. Alors moi, je sais ce que c'est. Alors, c'est toujours très bien emballé. C'est un vendeur japonais sur eBay à qui j'achète beaucoup d'appareils photo. On va venir à ce qui nous intéresse. Alors, toujours avec sécurité. Canon FTB QL. Alors voilà, c'est assez impressionnant. C'est quasiment dans un état neuf. Il n'y a plus qu'à mettre une pellicule là-dedans, un objectif dessus et d'aller tester tout ça. Et c'est parti pour le test de terrain. Alors là, on est vers 16h, donc dernière belle petite journée d'automne, lumière un peu dorée. Je vais essayer d'aller prendre quelques petites photos dans l'ambiance d'automne et voir un petit peu comment ça se prend en main cet appareil. Et puis, en plus, petite défi créatif que je m'impose moi-même, c'est que je vais faire toute la pellicule avec une focale de 85 mm, qui est une focale que j'aime beaucoup, mais que j'utilise assez peu souvent. Donc voilà, un petit peu nouvel appareil et petit défi focal. On va voir comment ça se passe. Le Canon FTB-QL est en quelque sorte le prédécesseur du mythique AE1. C'est le réflexe de l'amateur dans les années 70 pour ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans un F1. Sa commercialisation commence en 1971 et il remplace le Canon FT-QL dans la gamme. La principale nouveauté qu'il apporte est la mesure de la lumière à pleine ouverture, ce qui permet d'avoir toujours un viseur clair puisque avec les objectifs de la gamme FD, le diaphragme ne se ferme que lorsque la photo est prise. De son prédécesseur, il reprend l'ergonomie, l'obturateur, le système de chargement rapide et la légendaire robustesse. Comme c'est le cas souvent avec les boîtiers de cette époque, il n'y a pas du tout d'automatisme, donc ça ralentit vraiment le processus de prise de vue, puisqu'il faut régler la mise au point, penser à allumer la cellule pour avoir la mesure de lumière, régler sa mise au point, régler sa vitesse, son diaphragme pour faire coïncider les deux aiguilles dans le prisme. C'est une cellule à deux aiguilles, donc en gros une aiguille qui est liée au contrôle de la vitesse, une aiguille qui est liée au contrôle du diaphragme, et il faut faire coïncider les deux dans le viseur avec les réglages pour avoir une exposition correcte. Donc c'est ça qui est appréciable aussi avec ce type de boîtier. En plus, le fait qu'il soit tout mécanique, ça vous permet vraiment de prendre le temps pour faire les images et ça vous oblige à vous concentrer un petit peu plus sur ce qu'il y a autour et à faire un petit peu plus attention à vos images. Donc ça, c'est aussi une prise de photo que j'apprécie et un mode de prise de photo que j'aime bien avec ce type de boîtier un petit peu plus ancien. Le Canon FTB-QL est un appareil tout mécanique qui n'a pas besoin de pile pour déclencher. Originellement, le voltage de la pile de la cellule est de 1,35 volts. Avec une pile actuelle de 1,5 volts, il y aura une très légère surexposition d'environ un tiers de diaph, ce qui n'est pas tellement dérangeant avec du film négatif. Sur la gauche du boîtier, on trouve l'interrupteur de la cellule et le contrôleur de batterie avec la molette de rembobinage. De l'autre côté, le réglage de la vitesse et la bague de réglage des ISO. Le déclencheur est muni d'un système de verrouillage. Ça évite les prises de vue accidentelles et cela permet d'enclencher la postée. En pose bulbe, il est donc possible de verrouiller l'obturateur en position ouverte pour des pauses très longues, en tournant simplement la bague de verrouillage sur L après avoir déclenché. Pour refermer l'obturateur, il suffit de libérer le verrouillage en plaçant la bague à nouveau sur A. Une chose que j'apprécie avec le boîtier, c'est le petit levier ce que j'appelle le levier multifonction qui sert à la fois à remonter le miroir, le loquer, machin, etc. Sert aussi
à la preview de profondeur de champ. Et ça c'est super parce qu'en général sur les appareils de cette époque-là, il faut faire une action sur l'objectif, passer l'objectif en auto ou en manuel ou des choses comme ça. C'est pas une fonction qui est, je trouve en tout cas, toujours pratique et que j'oublie souvent d'utiliser. Là, le fait d'avoir ce petit levier qui tombe juste sous les doigts, c'est assez pratique parce que ça me permet en tout cas moi d'y penser et de ne pas oublier de faire cette prévisualisation de profondeur de champ qui pour certaines photos peut être utile à faire pour savoir exactement où est-ce que tombe votre zone de netteté. En parlant de zone de netteté, au niveau de la mise au point, moi c'est toujours un truc avec lequel j'ai un peu de mal sur ces appareils là parce que c'est des télémètres à... Il n'y a pas de pont coupé sur la mise au point, donc c'est un peu difficile de faire de la mise au point sur des sujets proches, d'avoir une mise au point super précise. Mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Là, il faut juste que je me réhabitue. Le patch est un petit peu petit par rapport à ce qu'on trouve dans un Pentax Spotmatic. Je trouve que le patch est un peu plus confortable sur un Spotmatic. Là, c'est un petit peu petit, mais avec un peu d'habitude, je vais m'y faire. Sur la face avant du boîtier, on trouve le levier qui permet d'accéder aux mécanismes plus avancés du boîtier. Prévisualisation de profondeur de champ, retardateur et verrouillage du miroir en position relevée. Pour le retardateur, il suffit d'armer l'appareil, d'abaisser ensuite le levier et de déclencher. Le délai est de 10 secondes avant déclenchement. En poussant le levier dans l'autre sens, on accède à la prévisualisation de profondeur de champ. Le levier ferme le diaphragme dans l'objectif et permet d'évaluer la zone de netteté dans le viseur. Cette fonction est également utile pour travailler avec les objectifs FL qui ne sont pas compatibles avec la mesure de la lumière à pleine ouverture. C'est aussi souvent le cas lorsqu'on introduit des accessoires comme des bagues ou soufflets macro entre l'objectif et le boîtier. On peut alors verrouiller la position du diaphragme en mode fermé en positionnant simplement le loquet en dessous du levier sur L. Relever le miroir est utile pour des pauses longues afin d'éviter les vibrations. C'est une opération qui demande deux actions. D'abord pousser le levier vers l'objectif et positionner ensuite le loquet sur M. Il est toujours possible d'utiliser le retardateur une fois le miroir relevé, mais pas la prévisualisation de profondeur de champ. Pour lâcher le miroir, il suffit de remettre le loquet dans sa position initiale. La dernière particularité de l'appareil, c'est son système de chargement rapide qui simplifie la mise en place du film dans l'appareil. Il suffit de tirer l'amorce dans le système en vérifiant bien que les roues dentées sont bien engagées dans l'écran de la pellicule et de refermer le boîtier. On peut ensuite commencer à engager la pellicule et déclencher normalement. Après une première pellicule de test, je suis véritablement conquis par le boîtier. Son ergonomie est agréable, il n'est pas trop lourd, même pour un boîtier mécanique, et reste assez discret. C'est une excellente alternative au plus coûteux Canon F1. J'ai payé le mien une trentaine d'euros et tu peux le trouver jusqu'à à peu près 60-70 euros sur internet. Son prix, sa robustesse et sa simplicité en font un excellent appareil pour débuter en argentique. La grande disponibilité et la qualité des optiques Canon FD est aussi un plus quand on achète ce genre de boîtier. J'espère que cette review du Canon FT-BQL t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour voir d'autres reviews d'appareils photo et de pellicules. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!